Salut. Alors pour ceux qui connaissent pas ma tête, moi c'est Brace. Je vous accueille dans mon petit univers et je vais essayer de répondre à certaines questions qu'on a pu me poser, notamment concernant un propos sur lequel je reviens constamment dans l'analyse de rêves et des choses comme ça. Le passage entre les trois mondes. C'est un axe principal d'approche autant des rêves que des pratiques occultes pour moi. Ces trois mondes, j'ai commencé à réfléchir dessus parce qu'on en trouve des références autant dans le chamanisme que dans la mythologie grecque. Donc les trois mondes, on en parle déjà dans le chamanisme quand il s'agit d'aller trouver un esprit allié, un guide. Et dans ce cas-là, le chaman descend dans le monde d'en bas. Le monde d'en bas, donc, on y trouve les esprits. Et ces esprits, parmi eux, on va se mettre en quête de celui qui nous convient, qui nous correspond. Alors d'emblée, je fais une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas, ou qui est peu compris, c'est que ce n'est pas seulement un esprit qui vous choisit parce que vous lui correspondez, ou que lui vous correspond, mais les deux. C'est donnant-donnant. Il va pouvoir vous apporter son aide, sa protection, ses conseils, sa présence. Mais si lui se présente à vous, c'est pour un peu la même raison, c'est-à-dire que vous allez, à ses yeux, incarner son esprit dans notre monde à nous. Et donc ça l'intéresse aussi, ça. On pourra revenir plus tard, une autre fois, sur d'autres concepts liés aux esprits alliés, notamment animaux. Mais voilà, déjà ça, le monde d'en bas permet de rencontrer des esprits alliés. Ce ne sont pas nécessairement des esprits animaux. Ça peut être des défunts, et ça peut être des entités beaucoup plus particulières, ni animales, ni humaines décédées, mais parfois des esprits de la nature, on va dire, pour simplifier. En quelque sorte, c'est un peu, pas le supermarché, mais c'est un peu un espace de rencontre, et d'un guide à l'autre, on va arriver à trouver le totem qui nous parle vraiment et à qui on correspond. Si on en est là, ensuite, une fois qu'une rencontre est opérée et un accord passé, une reconnaissance mutuelle conclue, on va remonter dans le monde du milieu. Ce monde du milieu, concrètement, on peut le retrouver dans les légendes autour du monde de la faillerie, le petit peuple. Ce que les Grecs, par exemple, vont désigner comme étant les satyres et les nymphes. Il y a une vraie correspondance avec les fées du monde celtique. On n'est pas encore dans l'esprit nordique, avec les nains, les trolls, les géants, etc. Mais ça s'en rapproche. Donc les nordiques, eux, ils ont effectivement 3 fois 3 mondes. L'arbre Yggdrasil est composé de 9 mondes. Et on se retrouve avec cette racine de 3. Donc celui du milieu, on perçoit les choses comme superposées. Ça, on l'explique également, en tout cas chez Castaneda, de mémoire, de ce que je m'en souviens. C'est comme si on voyait, par exemple, les auras, ou les pareidolie, les esprits de la nature, etc., qui se superposent au monde matériel, concret, physique. Quand on a des petits décrochages, quand on est un peu perdu dans ses pensées, quand on a, je sais pas, qu'on sort d'une méditation par exemple, il y a un temps de latence où d'un coup on va voir les pareidolies autour de soi, on va voir des choses du coin de l'œil qui se passent, on va voir des formes dans les nuages, etc. Ça c'est le monde dans lequel évoluent les enfants. Je le redis sans arrêt, mais les enfants sont des profs. Ils sont complètement naturels avec tout ça. C'est naturel, normal, spontané. Ils ont les réactions appropriées quand ils sont confrontés à des ressentis, des perceptions du subtil, du paranormal, de l'extrasensoriel. On peut y mettre les termes qu'on veut. Mais quand on voit des gamins qui parlent aux arbres, qui entendent les fées, même s'ils mettent pas le mot fée dessus, qui ramassent une feuille et puis qui lui font un bisou, ou qui trouvent un caillou joli et ils le ramassent, mais ils en ont déjà 3 kilos à la maison, mais ils continuent à en ramener. Et ils ramassent un bâton parce que c'est une baguette magique, ou une guitare, ou une flûte, ou ce qu'on veut. Ils voient vraiment ça. Ils voient l'esprit incarné dans ce bâton, ce caillou, cette feuille. Ils ont une vraie communication. Et je dis ils, mais parce qu'on se dissocie trop du monde de l'enfance, mais il est encore dedans, nous. On lui a mis des tonnes de paquets de merde sur la tête, on l'oublie. Et quand on parle de retrouver son enfant intérieur, d'un point de vue ésotérique, ça a du sens. C'est pas
que du domaine de la psychologie. Une nouvelle parenthèse à ce propos, la psychologie sans l'ésotérisme et l'occultisme n'existerait tout bonnement pas. La psychanalyse, toutes ces matières-là, ces sciences molles, elles ont au mieux 100 ans. On parle derrière une science subtile qui a des millénaires. Très souvent, on va trouver des concepts en psychologie très proches de ce qu'on trouve en ésotérisme. C'est pas pour rien. Mais il faut pas inverser la donne. C'est pas la psychologie qui explique le monde subtil, quoi. C'est le monde subtil qui a donné les racines à la psychologie. Je suis pas fan de lecture psycho. Le développement personnel, par exemple, ça me passe très là-haut. Je comprends pas bien le système, le but d'être toujours performatif, toujours s'améliorer. Je trouve que c'est un système qui nous place dans une vision de nous-mêmes en étant victime de quelque chose en permanence. On est malade tout le temps, il faut tout le temps se soigner, s'améliorer, ce machin. Bon, ça ne parle pas. Mais toujours est-il que l'enfant intérieur, il a besoin de pouvoir s'exprimer. Rendez-vous compte autour de vous des petits objets que vous ramassez au quotidien sans même vous en rendre compte, ils ont une charge énergétique, ils ont un langage, ils ont des images, ils ont des sensations. Donc c'est pas la peine d'exécrer à tour de bras dès que vous achetez un objet, c'est pas la peine de purifier dans tous les sens dès que vous mettez la main sur quelque chose que vous avez ramassé dans la rue ou que quelqu'un vous a donné. Ce sont des actes occultes qu'on pratique, purifier, exécrer, toutes ces choses, si on a besoin de cet objet pour une pratique. Mais si on vit dans un univers complètement nettoyé en permanence de toutes ces influences, de toutes ces énergies, de tous ces apports, c'est de l'hygiénisme. On devient complètement fragile parce qu'on ne se frotte plus aux énergies des choses. Et on n'est plus en contact avec les esprits des choses. Quand on est dans une brocante, un grenier, une cave, on sent des énergies qui nous plombent, qui nous descendent. Ça, en général, selon où on se situe, si on est d'une énergie basse du monde d'en bas, si on est dans une énergie middle du monde du milieu, si on est dans une énergie élevée du monde d'en haut, on va sentir ces variations. Mais descendre dans des énergies basses, ça va pas être la même chose selon les personnes affiliées à tel ou tel monde. Si on est plutôt du monde du milieu, on est dans des énergies intermédiaires entre le bas et le haut. Donc on va avoir souvent des choses du quotidien qui vont vraiment beaucoup nous parler, nous faire rire, etc. On va être vraiment dans cet intermédiaire entre les pieds dans la terre et la tête dans le ciel, quoi. Pour les gens qui sont dans des énergies plus hautes, troisième monde, là il faut vraiment aller dans des choses plus abstraites. Donc c'est un monde intérieur qui va souvent leur parler beaucoup plus. Les raisonnements abstraits, la philosophie, la spiritualité, ça n'absout pas la spiritualité et la philosophie du monde du milieu et du monde d'en bas, mais c'est pas la même. Quand on est dans cette lumière-là, dans cette énergie-là, haute, élevée, un des travers que ça amène, c'est qu'on finit par considérer ce qui est plus bas, plus dense, comme mauvais. Et ça, c'est terrible, hein, parce que c'est en train de devenir une nouvelle religion qui est prête à sortir une nouvelle inquisition contre toute personne qui serait un peu trop dans des énergies trop basses, quoi. Donc il faut pas être trop terre à terre, il faut être spirituel, puis il faut surtout pas être triste, être mélancolique, se plaindre, tout ça c'est trop bas, bout, c'est vilain caca. Donc il y a des petites nuances comme ça à percuter dans les états émotionnels quand on circule d'un plan à l'autre, d'un monde à l'autre, d'une énergie à l'autre, d'une fréquence à l'autre. Là où ça devient intéressant justement avec les 9 mondes vikings, on s'entend, nordiques, c'est que ces 3 mondes-là, ces 3 énergies-là, sont présentes dans les 3 plans. Donc on a un 3 dans un 3 dans un 3, bas, milieu, haut. Quand on est dans un cycle de vie quotidienne courant, on fait un cycle. Ça, les cycles, on en entend parler partout, tout le temps. On passe du haut au bas, et on remonte, et on redescend, et on remonte, et ainsi de suite. Les gens en haut, qui veulent jamais redescendre, au final, ils se créent eux-mêmes une psychose. Parce que dès qu'ils vous ont un peu de travers, ils sont pas bien. C'est « faut que je remonte en énergie, en vibration, en connexion, etc. » Ceux qui sont tout en bas, c'est l'inverse. Dès qu'ils sentent un petit peu trop, qui s'allègent, qui remontent, etc., ils vont aussi être dans un malaise. Au milieu, c'est un peu plus malléable, plus souple. Mais les deux extrêmes font peur. C'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Donc que ce soit tout chousse, tout lumière, tout beau, tout brillant, ou complètement dark, super sombre et intriguant et effrayant, les deux font peur de la même manière. Donc on a des personnes qui sont attirées par les deux, qui ont la journée des tendances pour l'un, des tendances pour l'autre, mais ça circule. Donc quand on a quelqu'un qui veut pas sortir de son état, entre guillemets, déprime, ou qui au contraire veut surtout pas descendre, qui est tout le temps perché là-haut et qui veut tout positif, bisounours, rebond, les deux sont aussi problématiques. Parce qu'on perd cette notion de circulation dans nos états émotionnels. On arrête de tourner. Ça, c'est un
c'est un concept, c'est une situation qui est plutôt bien décrite avec le cycle de Osiris-Horus. Époux et frère de Isis, fait le cercle, comme ça, la boucle. Dans son trajet solaire diurne, il est sous la forme de Horus, le faucon, et il circule d'est en ouest. Il passe, intermédiaire, au monde d'en bas. Il se transforme en Osiris, il devient le dieu du monde des morts. C'est ce que fait Jésus. Quand il est crucifié, il descend 3 jours sous terre, prêcher aux morts. La mythologie judéo-chrétienne, on va dire, elle est complètement repompée du mythe égyptien. Après, ça s'est transformé avec le mythe grec, culture grecque, mais à la base, c'est égyptien. Et ça remonte, et ça se retransforme en Horus. Donc on peut être intérieurement, cycliquement, et un aigle, et un dieu des morts. Intérieurement, quand on est tourné sur soi, descendre dans les ombres, dans l'en-bas, c'est aller ouvrir les placards et trouver les squelettes qui en a cachés précieusement, soigneusement dedans. Toutes ces petites choses qu'on refoule, qu'on ne veut pas affronter, ou qu'on a dans notre vie pas eu l'occasion d'aller explorer. Donc là, la psychanalyse intervient, ou la psychologie, c'est intéressant, ça remonte ces choses. Et il y a son approche à elle pour les traiter, quoi. Il y a un hélicoptère, on va le laisser passer. Donc on est tous Osiris qui circulent, et on est tous Isis. Isis, elle est où? Isis, pôle féminin, 2, elle est à l'intermédiaire. Elle est le monde du milieu. C'est la mer, terre, la surface. Elle fait la bascule pour Horus, Osiris. Et elle est déesse de quoi? De la magie. Quand Horus quitte son statut de dieu du soleil, de dieu soleil, il en passe par une phase magique. Et là, il vit une transformation, une mutation. Et il repasse dans le royaume des ombres. Cette transmutation alchimique est à la base de l'hermétisme. C'est quelque chose qu'on retrouve ensuite dans les cathédrales, 3000 ans plus tard. C'est ça qui est génial, c'est que ces histoires-là, on nous les raconte depuis toujours. Et il n'y a pas besoin d'aller à la FNAC acheter des bouquins, il suffit d'ouvrir, n'importe quel site internet qui parle de mythologie, tout est expliqué. On retrouve cette logique des 3 mondes dans la mythologie grecque. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas que Zeus comme dieu suprême. Zeus est dieu des dieux. Et il y a principalement 12 dieux sur l'Olympe. Mais il a 2 frères, Poséidon et Hadès. Hadès, maître du sous-sol, les richesses qui sont dans le sous-sol. Et encore parenthèse, à ce titre, toute personne pratiquant la lithothérapie devrait se référer à Hadès, parce que c'est lui le boss. Et en fait, c'est là qu'on voit les paradoxes du dogme judéo-chrétien. En haut, lumière égale bien, etc. En bas, obscurité égale pas bien. Parce que les gens qui travaillent en lithothérapie, en énergétique, sont des gens qui sont branchés plutôt en haut, quoi. Mais... ironie du truc, leur dieu de référence de base, c'est celui du sous-sol, avec Perséphone qui elle aussi fait ce cycle tous les 6 mois. Elle vient de redescendre, là d'ailleurs, on vient de rentrer dans l'automne il y a quelques jours. Pour ceux qui l'ont percuté, ce cycle-là, on le fait tous, ce passage. Automne-hiver, passage entre ombre et lumière. Il y a vraiment un truc qui change, qu'on a tous 2 fois dans l'année au minimum, cette espèce de transmutation qui s'opère. On arrive en bas, Perséphone retrouve Hadès, et là on retrouve les 3 états émotionnels. Mobilette. Donc 3 dans 3 dans 3, on va retrouver en bas, au milieu et en haut les 3 états émotionnels. C'est ce cycle que représente Poséidon, maître des eaux. Si on veut visualiser le cycle, il faut penser au cycle de l'eau. Poséidon, qui est également maître des tremblements de terre. Donc ça signifie que dieu des océans, il a quand même un pied sur terre, il chevauche, il a les 2, et il va lui faire circuler l'eau, du ciel aux nappes phréatiques, en passant par les fleuves, les courants d'eau, et ça remonte. Passe par la mer et ça remonte. Le cycle de l'eau, c'est celui de Horus Osiris. Quand on arrive en bas, chez Hadès, que Perséphone a retrouvé son époux, sa place sur son trône, on va repasser par les 3 états. Il y a le haut, le bas et le milieu du monde d'en bas, et si on remonte, il y a le haut, le bas et le milieu du monde du milieu. Parce que chacun de ces états-là représente, grosso modo, un ensemble d'états émotionnels. La tristesse, la joie, toutes les émotions ont un répondant quelque part. Mais un équilibre, ça se fait pas à 2, ça se fait à 3. C'est-à-dire que si c'est juste 2 choses face à face qui se répondent, on va dire que c'est un équilibre, mais c'est surtout, en fait, une opposition. Elles sont pas en équilibre, elles sont statiques. L'équilibre, c'est quand ça bouge. Donc du moment où il y a une 3e branche, le gars qui tient la perche, il passe son temps à le chercher, son équilibre. Quand on se retrouve avec cette logique-là, Horus Osiris, et Isis au milieu, c'est elle qui tient la perche, qui fait la magie de l'équilibre. On comprend le triskel, la triquetra, la Sainte Trinité. Pourquoi le 3 ? 3, là on arrive sur le Valknut viking. Donc oui, le terme Valknut, c'est le nœud des défunts, etc.
Mais si on pousse plus loin, qu'on fait de l'ésotérisme, on comprend que c'est également le passé, le présent et le futur qui s'imbriquent 3 fois dans lui-même. On a les lignes du temps qui se croisent. Quand on arrive à saisir qu'on passe sans arrêt de la sphère émotionnelle basse à la sphère émotionnelle du milieu de l'équilibre à la sphère émotionnelle haute, en permanence, on comprend que c'est naturel et normal d'être dans des énergies basses, des fréquences basses, et au contact d'entités dans ces énergies-là. Et elles, leur signature, basiquement, c'est pour ça qu'elles ont cette signature. On sait qu'on est dans leur domaine, parce qu'on flippe, on a peur. Ouh, je sens une présence. C'est pas mauvais comme créature, comme entité, comme expression. C'est juste leur fréquence d'énergie. Si tu rentres dans une morgue, un cimetière ou un supermarché, c'est pas la même énergie. Ça veut pas dire qu'une morgue, un cimetière ou un supermarché sont bénéfiques ou maléfiques. Sauf si tu fais de l'analyse politique, mais c'est autre chose. Donc le truc, c'est que d'arriver à comprendre qu'une fréquence énergétique n'est pas associée à un concept moral, déjà tu te décharges complètement d'un poids moral. Tu te dis, mais merde, en fait, oui, il y a de tout autour de moi. Si je sens un défunt qui passe et que d'un coup, c'est tout bas, je frissonne, j'ai froid, parfois j'ai des brûlures, ou au contraire, je sens une caresse. C'est une énergie très basse, très proche de la matière. Du coup, si on remonte, ça va être des visuels plutôt, des ressentis d'allégresse, de joie, de légèreté, de joie. Mais ça implique pas que ce soit bon ou mauvais. C'est juste un état émotionnel différent. Et chacun de ces états émotionnels a des codes. Quand on parle de la faillerie et du petit peuple, on le dit, ils se montrent pas à n'importe qui. Les défunts, c'est l'inverse. On dit que quand on les voit, c'est que c'est eux qui décident de se montrer à quelqu'un qui va pouvoir interagir avec eux. Le petit peuple, on a cette logique-là, mais ils se montrent aussi à qui ils veulent. Mais pourquoi, ça reste encore à voir. A priori, le monde des faits n'est pas accessible comme ça, quoi. Et le monde, pour eux, n'est pas accessible comme ça non plus. Ça leur... ça les oblige en quelque sorte à créer des ouvertures qui sont pas évidentes à refermer derrière. Donc quand ils apparaissent à quelqu'un, c'est que cette personne a les capacités de les voir. Mais ils peuvent décider de se montrer ou pas à cette personne. Les défunts, eux, vont souvent aller vers la personne qui, par nature, va pouvoir répondre à une attente, une demande ou quoi, ou que eux-mêmes vont pouvoir aider. Mais là, pour le coup, c'est plus perceptible parce que ce sont des énergies basses. Alors que les énergies beaucoup plus élevées, on rentre plus dans un champ où ça demande beaucoup d'élévation spirituelle, d'élévation en connexion, en énergie. Donc on peut grimper en permanence, mais vraiment, il faut penser à redescendre, parce que sinon on finit comme un junkie en haut là, et c'est pas bon. On perche, voilà comment ça s'appelle, on reste perché. Donc, le cycle de l'eau, on se laisse redescendre, telle une goutte, une petite pluie fine, une rosée. On s'intègre au sol, on transmute, on devient un courant d'eau, un ruisseau qui va dans la mer, on devient Poséidon, on devient une baleine, et ainsi de suite. Et on revient sur Terre, on se mélange dans les herbes, on profite de la rosée, et ainsi de suite. Donc on circule sans arrêt. Le matin tu te lèves, t'as mal à la tête, ça y est, ta journée elle est dégueulasse. Au contraire, t'as super bien dormi, tu te relèves, paf paf, t'as le feu de Dieu, tu vas te faire, un footing. T'es dans une autre énergie. Mais ça veut pas dire que tu es un ange ou un démon, ou que tu es quelqu'un de bien ou de pas bien. C'est simplement, voilà, t'es dans cet état-là. Et puis 5 minutes après, tu peux changer, un état émotionnel. Tu vas switcher comme ça, sans arrêt. Et c'est là qu'on en vient au guide, à l'esprit allié qu'on est allé chercher dans le monde d'en bas. Parce qu'un guide, où il va te permettre de passer d'un plan à l'autre, quand tu fais un voyage, ce qu'on appelle un voyage chamanique, mais t'as pas besoin d'être chaman pour faire ça, une simple méditation suffit. Un guide, où il va te faire passer, où il va t'expliquer comment passer, parce que toi tu peux le faire, où il va te guider donc jusqu'à un passeur. Et les rêves parlent de ça en permanence, tout le temps. Quand on fait un rêve, il faut chercher le guide, le passeur et les deux mondes à travers lesquels on passe. Si on est poursuivi, c'est la même chose que de suivre un guide. Quand on est poursuivi dans les énergies basses d'un cauchemar, c'est le guide qui joue le rôle du monstre, qui nous court après et qui nous fait avancer vers ce plan, vers cet autre état émotionnel, vers cette nouvelle vie. Parce qu'il y a une transmutation qui se fait. On meurt et on renaît systématiquement plusieurs fois par jour, toujours d'une vie à l'autre, en permanence. Donc la vraie question qu'on devrait se poser tous les jours, quand on se lève le matin, on peut se regarder dans une glace et se dire « Qui suis-je aujourd'hui ?» Et on peut se reposer la question
12 heures plus tard, on aura sans doute changé entre les deux. On va commencer une journée sur le bon pied, et puis on va revenir fatigué, désespéré du monde, déprimé, ou au contraire super content parce qu'on a fait une super rencontre. Et on va passer dans les 3 états. Mais peut-être, même sûrement, qu'on n'aura pas forcément passé hors de notre champ d'énergie, de fréquence de référence. On aura vécu ces 3 états au bas milieu, au sein de notre sphère de pouvoir, de notre monde d'origine, de base. Là, on peut en changer. On peut passer du monde du milieu au monde d'en bas, ou du monde du milieu au monde d'en haut. Toujours est-il que là, pour le coup, ça demande plus de travail, plus d'efforts, ou alors dans la vie quotidienne, ça implique des grands chocs, des grands événements. Et un grand choc, un trauma, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. On peut être très heureux, c'est aussi un principe du trauma. C'est-à-dire que d'un coup, tout vrille, tout bascule. Tu gagnes au loto 3 milliards d'euros, t'es plus la même personne, t'as complètement changé de sphère. C'est plus seulement un simple changement d'état émotionnel. T'as un accident grave, pareil, une naissance, un décès, ça fait switcher dans un autre monde. Selon ta nature, souvent tu y reviens, donc il y a une espèce de reset, quoi. On revient ou pas. Parce qu'on peut rentrer dans une dépression, on peut devenir bipolaire au cours de sa vie, ou schizophrène, ou je sais pas quelle maladie, psy, machin truc, parce qu'ils en ont inventé des bouquins entiers de maladies, donc pour eux, on est tous malades. Mais en gros, quand on arrive à trouver ce guide, qu'on arrive à le contacter, il va nous montrer dans quel monde on évolue. Il va être notre psychologue. En 30 secondes, il va t'expliquer toute une psychanalyse sur ton état d'être, ton état d'esprit, le chemin qu'il y a devant toi, les chemins que tu as pris derrière. Et en général, le cycle commence par descendre dans les ombres. C'est là qu'on passe les ombres. On va aller vers ce qui nous fait le plus peur, on va comprendre ce qui nous fait peur, on va s'approprier le pouvoir de ce qui nous fait peur. On y revient plusieurs fois si nécessaire. On va éventuellement trouver d'autres guides, d'autres alliés, d'autres passeurs, et on remonte. Et à chaque fois, entre les deux, il y a une espèce de schéma intermédiaire, un peu comme un escalier. C'est-à-dire, c'est pas une courbe comme ça, légère. C'est tortueux, ça monte, il y a des arrêts, un switch, on se retourne, on va dans une autre sphère, on revient, on remonte. Il y a des phénomènes assez complexes. Mais ça, c'est justement ce qu'apprennent les chamans en initiation. Moi-même, je le suis pas, donc j'en suis à conceptualiser, quoi. Et sûrement que ce que je dis n'aura peut-être pas beaucoup de sens pour la plupart des gens. Mais voilà, je suis parti sur cette idée de présenter ce que j'entends par les 3 mondes et la représentation que j'en ai qui me permet ensuite de travailler sur les rêves des gens et de leur proposer des soutiens quand il y a besoin, quoi. Que ce soit pour de la coupure de lien, retrouver le moral s'ils sont dans une dépression, des petites choses comme ça. Et encore une fois, c'est un soin, c'est pas une guérison. Donc un soin, c'est un soutien, on peut très bien s'en passer. Et de toute façon, explorer ses rêves, ça prend du temps, peu de gens le font. Mais ça, bon voilà, c'est une habitude sociale, quoi. On nous a dit depuis toujours, ouais, les rêves, de toute façon, ça sert à rien, tant pis. Mais ceux que ça intéresse vraiment, qui veulent le travailler, ça demande du temps. Il faut les poser, les analyser, les étudier. On va remonter les schémas, on va comprendre les archétypes, on va arriver à trouver où sont les mécanismes, les alliés, les guides, etc. Et ensuite, quand on est dans cette logique-là, de travailler sur soi, on va remonter du savoir ancien, généralement. Donc ça, bon, c'est de la transmission, il y a 50 options de transmission, donc c'est un autre sujet aussi. Mais si on prend note de tout ça, qu'on le relève, qu'on le remonte, on va trouver en soi des outils occultes à mettre dans un contexte par rapport à nos énergies de référence, notre nature énergétique. De là, on va découvrir ensuite ce que j'appelle l'ego ésotérique. Donc, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos lieux de pouvoir, nos objets de pouvoir, nos heures de pouvoir, nos animaux de pouvoir. Tout ça, ça finit par devenir une espèce de portrait robot de qui on est dans le rapport occulte au monde. Si on travaille sur ça, ça demande aussi du temps. On finit par avoir une espèce de tranquillité d'esprit où déjà, primo, de base, on perd 90% de la psychose qu'on nous inculque à longueur de temps. On se rend compte que les entités ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles réagissent en fonction de nos comportements. Si on réagit mal, elles réagissent mal. Et au final, on se rend compte qu'on est depuis enfant tous des petits magiciens en puissance. Parce que la plupart des choses qu'on apprend à faire en occultisme, on les fait déjà inconsciemment, sans savoir qu'on en fait. Donc, passer en conscience les choses, en fait, c'est le paradoxe du truc. C'est que ça nous pose des barrières. Toutes les barrières sociales, morales,
se mettent entre nous et l'acte. Alors que dans l'inconscient, elle marche beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que souvent ça se passe dans les rêves, parce que là on débranche, on décroche, on est moins raccord avec le contrat social, moral. Si on est tourné vers l'intérieur et qu'on se tourne vers l'extérieur, c'est aussi un switch. Donc de ce moment-là, les ordres moraux, sociaux, les codes changent également. Et là on va rentrer dans le jeu des masques sociaux. Et là on va souvent faire appel à d'autres guides, parce qu'ils n'ont pas les mêmes référents. Prends un animal nocturne, tu le mets de jour sous le soleil, il va être stone. Ses yeux sont faits pour capter très peu de lumière, tu le mets en plein soleil, il va être pas bien. Et inversement, quoi. Donc, on va pouvoir travailler, tourner vers l'extérieur, position, on va dire, Horus, avec des alliés différents, des totems. Mais quand on veut travailler vers l'intérieur et descendre dans les ombres, on va travailler avec des totems d'ombre. Et ceux-là, donc, il faut apprendre à les apprivoiser, et ils font peur. Voilà, sachant ça, en fait, déjà de le savoir, ça fait passer le premier cap. C'est le genre de rêve, par exemple, qui s'exprime quand on passe une cascade. On va traverser le rideau de la cascade. C'est le genre de rêve qui s'exprime, c'est le genre de situation qui s'exprime dans des rêves, par exemple, de chute, quand on tombe de quelque part. D'un avion, d'une montagne, d'un immeuble, de ce qu'on veut. Et cette chute, cette brutalité du réveil, c'est le lâcher-prise dont il y a besoin pour que on puisse switcher intérieur-extérieur. Et en fait, ce lâcher-prise, il se fait inconsciemment beaucoup plus facilement, parce que on est dans des concepts logiques qui nous définissent ce que c'est que le lâcher-prise. Alors que si on le pratique sans y penser, il se fait tout le temps. Mais si on commence à penser, il faut que je lâche prise, boum, 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 ça met les blocages. Donc c'est compliqué. Et du coup, effectivement, ça s'apprend. Mais moi, je trouve ça parfait s'il y a des gens qui ont des maîtres, des gourous, etc., qui leur expliquent tout bien. Moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir, parce que chacun de nous a en lui les ressources nécessaires à faire son propre chemin. Donc, il ne faut pas se désespérer si on galère dans une situation émotionnelle, ou dans un problème de vie, ou quoi que ce soit. On a en soi réellement tous les outils. Il faut juste analyser nos comportements, nos rêves, ou simplement nos attitudes, ou ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il faut le regarder de plus près, comprendre quelle est la dimension ésotérique de ces choses, comprendre quelle est la portée occulte de ces choses, qu'est-ce qu'on peut en faire en pratique. Et déjà, ça nous en dit beaucoup sur nous-mêmes. Ça vient alimenter le portrait robot de notre ego ésotérique. Quelles sont nos forces, nos faiblesses. Et à partir de là, on peut commencer à faire avancer les choses. Et peut-être même se passer d'un psy. Mais bon, s'il y en a qu'on en a besoin, il faut mieux qu'ils passent d'abord par le psy, mais ça va les aider. Après, j'ai pas moi solution clé en main à tous les problèmes, j'ai les miens. Je cherche à les comprendre, et je pense que la compréhension du problème, c'est déjà quasiment la résolution du problème. Et effectivement, quand les cas sont complexes, oui, il faut un professionnel à côté de soi. Et ces professionnels-là, ils se trouvent pas sur YouTube, c'est pas des coachs de vie, c'est pas des gourous de secte ou je sais pas qui pourra vous aider vraiment. Il faut avoir vraiment un vrai médecin. Donc s'il y a une solution en soi, il faut savoir la trouver. Là, on peut écouter les bons conseils de gens qui ont pratiqué des choses, travaillé sur eux-mêmes, etc. C'est très bien. Mais il faut d'abord se faire confiance à soi. Parce que c'est pas parce que 50 personnes vous disent une chose qu'ils ont forcément raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Donc le truc, c'est quand même d'arriver à se faire confiance pour comprendre que nos monstres à nous personnels, en bas là-dedans, c'est nos propres forces. Ils nous montrent nos faiblesses. Acquérir ces faiblesses, passer dans les ombres, c'est remonter des ombres avec vraiment de la force en plus. Et il faut y retourner aussi souvent que nécessaire. Et c'est là qu'on va retrouver encore une fois cet empilement de 3 sur 3, de 3 dans 3, mise en abîme. Parce que quand on passe un premier cap avec un premier totem d'ombre, derrière il y en a d'autres. Et généralement, plus on creuse, plus c'est dense, quoi. Donc il faut s'accrocher, il faut pas aller trop vite, il faut prendre ça tranquillement. Il faut reconnaître quels sont nos totems en lumière, on va dire, pour dire simple. Parce que souvent, ils ont une correspondance avec le totem d'ombre. Donc, si on en a un des deux, déjà, on peut mieux comprendre le suivant. Je sais pas exactement quoi dire de plus. Je pense avoir fait le tour. Donc, ce concept des 3 mondes, c'est une circulation cyclique qui se fait inconsciemment, sans problème. Si on l'observe dans nos rêves, qu'on arrive à en trouver les codes, on peut comprendre comment mettre ces codes en pratique pour réaliser des choses. Que ce soit des méditations particulières, des pratiques occultes, des rituels, des sortilèges, ce qu'on veut. On a les outils, on a les codes.
Donc voilà, j'espère que je ne suis pas trop perdu, que j'ai pas trop digressé. J'ai demandé à mes alliés de m'aider à canaliser mon discours. Je bloque pas en plus, c'est vrai. Du coup, si c'est un peu confus sur certains trucs et tout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Sinon, j'ai page Facebook, donc Brice Skolmaken, Passeur d'ombre, ou Doubar Impira sur la Gazette du Battleur, ou sinon dans les commentaires YouTube. Voilà. J'ai pas tout dit, évidemment, parce que moi-même je découvre chaque jour des nouveaux éléments, des nouveaux indices, des infos, etc. Donc c'est des compilations petit à petit dans le temps d'infos que je récolte à droite à gauche et puis qui finissent par prendre sens, donc j'essaie d'en faire part un petit peu. Mais voilà, je voulais surtout présenter ce que j'entendais par les trois mondes et passer d'un monde à l'autre. Sur ce, je vous la souhaite bonne pour la soirée qui se termine.